séance de révision sur l'œil, l'appareil photo et l'image argentique. Alors tout d'abord, vous allez retrouver tous les documents sur le netboard. Vous avez tous les menus et pour chaque menu, donc vous avez tous les documents et bien sûr les vidéos qui permettent d'illustrer le cours. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette partie? Alors tout d'abord, faire le lien entre l'œil et l'appareil photo, donc connaître un petit peu les éléments constitutifs de l'œil, donc la partie rétine, la partie cristallin avec les muscles ciliaires, l'iris, la cornée qui se situe devant, et donc le cristallin et bien sûr le nerf optique. Alors ce qu'on peut déjà dire, c'est que entre l'œil et l'appareil photo, on a quand même 3 voire 4 points communs. Le premier, c'est la lentille convergente qu'on retrouve dans les deux dispositifs. La première, donc, on appelle ça le cristallin. La deuxième, c'est donc l'objectif. Autre point commun, c'est le dispositif qui permet de contrôler l'entrée de lumière qui arrive soit sur l'œil, soit sur l'appareil photo. On voit que sur l'œil, le dispositif correspondant, c'est l'iris, et celui de l'appareil photo, c'est celui qui est là, donc, qui peut plus ou moins se fermer, c'est le diaphragme. On a donc le globe oculaire à l'intérieur, et donc ce qu'on appellera ici la chambre noire. Le dispositif qui reçoit l'image, l'écran, s'appelle donc la rétine pour l'œil, c'est-à-dire le dispositif qui est constitué de cellules photosensibles comme les bâtonnets, ainsi que les cônes qui sont sensibles aux 3 couleurs RVB. On sait qu'on a 50% de vert, 25% de rouge et 25% de bleu, sensible au bleu. Ça c'est pour l'œil. Pour le capteur CCD ou pour la pellicule, ça sera donc l'écran qui constituera l'appareil photo où l'image va se former. Autre point commun, on voit que l'image est inversée dans les deux cas. Que faut-il retenir sur les lentilles convergentes? Donc une lentille convergente est plus ou moins bombée sur les côtés et fine sur les extrémités. Donc une lentille convergente se modélise comme ceci, par une flèche comme ceci, donc caractérisée par un centre optique et 2 points particuliers, le foyer objet, le foyer image. Et on sait que l'image d'un objet AB est réelle si elle est positionnée sur un écran et située à droite de la lentille convergente. La lentille convergente est caractérisée par sa distance focale, qu'on appelle OF', et on constate ici dans ce cas-là que l'image est donc réelle, inversée par rapport à l'objet, et sa position est déterminée par la distance OA'. Pour déterminer cette image, on a besoin de 3 rayons particuliers. Le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Le rayon qui est parallèle à l'axe optique, lui, forcément passe par le point F'. Et le rayon qui passe par F ressort parallèlement à l'axe optique. Voilà, donc c'est ça qui permet donc de déterminer la taille et donc la position de l'image. Alors, un appareil photo particulier, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle le reflex. Alors, quel est l'avantage du reflex? Le reflex permet d'avoir une image sur le capteur CCD, mais cette image, on voit qu'elle va se former à un autre endroit, puisque la lumière va être réfléchie à 90 degrés sur un pentaprisme ici, grâce à ce miroir orienté à 45 degrés, et l'image, par réflexion, va venir se former au niveau du viseur, sur l'œil. Ce qui fait que l'image formée sur le capteur CCD, ici, sera la même que l'image formée sur le viseur, il n'y aura pas de décalage. C'est le principe de l'appareil photo réflexe. Un autre appareil photo, c'est donc l'autofocus. L'autofocus, c'est un appareil photo qui, grâce à l'émission d'infrarouge, permet de viser donc un objet et de renvoyer ces infrarouges sur le capteur donc de l'appareil photo. L'appareil photo ainsi peut mesurer le temps aller-retour mis par ces infrarouges et connaissant la vitesse de la lumière, en déduit donc la position à laquelle se situe l'objet de cet appareil. Donc il fait ce que l'on appelle automatiquement, puisque c'est un autofocus, la mise au point. Alors, la mise au point, voilà, donc la mise au point en fait, alors que je reprenne, voilà, donc la mise au point, comment se fait-elle? Alors je vais considérer dans un premier cas l'œil, et dans un deuxième cas l'appareil photo. Lorsque l'œil observe un objet très loin, s'il observe un objet à l'infini, ça veut dire que les rayons arrivent tous les deux parallèles. Et donc, les rayons viennent converger au point F', et ce qui veut dire que le point F' est confondu avec la rétine. Donc on dit que là, l'œil est au repos. Maintenant, si on a un objet beaucoup plus proche,
Les rayons particuliers donc permettent de trouver où est l'image, bien sûr. Donc le rayon qui passe par O n'est pas dévié, ainsi que celui qui est parallèle doit passer par F', mais aussi doit venir converger sur la rétine pour que l'image soit nette. Et là, on s'aperçoit que le point de contact entre l'axe optique et ce second rayon nous donne une nouvelle position de F'. De même pour F. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'image ici va être inversée, bien sûr, mais on constate que la distance OF' a diminué. Donc lorsque l'objet est proche, la distance focale diminue, donc on dit que l'œil accommode. Donc si la distance focale diminue, ça veut donc dire que l'œil est beaucoup plus bombé, beaucoup plus convergent. C'est-à-dire que le cristallin, grâce au muscle ciliaire, va être beaucoup plus bombé. Et donc on dit que l'œil à ce moment-là accommode. Mais on ne peut pas accommoder jusqu'à un certain point. Il y a une limite. Cette limite, c'est cette distance-là, par exemple, qu'on appelle le PP. Le PP, c'est le punctum proximum. C'est le point le plus proche pour lequel on ne pourra plus voir l'objet net s'il est situé trop proche de l'œil. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une autre limite, ce qu'on appellera le PR. Donc le PR, c'est ce que l'on appelle le punctum remotum, c'est-à-dire le point le plus loin sur lequel on peut observer un objet. Donc voilà ce qu'il y a à savoir au niveau de l'accommodation au niveau de l'œil. Alors maintenant, si je fais la même chose pour l'appareil photo, si je prends un objet donc situé très très loin, donc voilà, donc je trace un rayon qui donc arrive très très loin, et ce rayon forcément va passer par le point F'. Voilà, donc l'image va forcément se former. Voilà, j'en trace un deuxième. Donc l'image va forcément croiser au point F'. Donc ça veut donc dire que notre capteur CCD se situera au niveau du point F'. Voilà, comme ceci. Donc là ici on va avoir donc notre capteur CCD. Alors maintenant, que se passera-t-il si notre objet est plus proche, comme ici? Alors pareil, si l'objet est plus proche, on veut toujours que l'image se forme au niveau du capteur CCD. Mais le souci, c'est que la lentille, on ne peut plus modifier sa distance focale. Donc ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que on va être obligé, lorsque l'objet se rapproche, de rapprocher notre lentille, comme ceci par exemple, donc c'est-à-dire l'éloigner du capteur CCD. C'est-à-dire que le point F va être décalé ici, et le point F' va être décalé à peu près par ici. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça? Tout simplement parce que le rayon qui est parallèle, cette fois-ci, lui, va passer par F', comme ceci, et va venir donc au niveau du CCD, qui lui ne bouge pas. Et de même, le rayon qui passe par O, lui, n'est pas dévié. Et qu'est-ce que l'on va constater? Regardez, les deux rayons vont converger au niveau du capteur CCD. Et donc, on voit bien que l'image ici, A', B', est toujours inversée et nette puisqu'elle est bien positionnée sur le capteur CCD. Donc là, qu'est-ce qu'on en a fait? On a dû déplacer la lentille, l'éloigner par rapport au capteur CCD. Et ça, c'est ce que l'on appelle la mise au point. Donc voilà la différence, une première différence entre l'œil et l'appareil photo. Alors, concernant l'appareil photo, on pourrait dire qu'il y a trois types d'appareils photo. C'est-à-dire, ces appareils photo vont dépendre de la focale. Donc la focale se mesure ici en millimètres. Une focale standard, c'est 50 mm. On appelle ça un objectif standard. Ensuite, si l'objectif a une focale beaucoup plus petite que 50, vous voyez, donc 16, 24, 35, on va avoir ce qu'on appelle un objectif grand angle. Grand angle, ça veut dire qu'on va avoir une grande profondeur de champ. Ça permettra par exemple de photographier des paysages, donc sur un grand angle de champ. Mais par contre,
Si la focale est supérieure à 50 mm, en l'occurrence ici 85, 200, 400, on va avoir une focale très importante et donc on aura ce que l'on appelle un autre type d'objectif que l'on appellera un téléobjectif. Alors le téléobjectif, c'est quoi son rôle? Comme vous le voyez sur le schéma, c'est que l'angle de champ est beaucoup plus réduit et donc on va pouvoir photographier un objet très loin, mais en fait avoir très peu de paysages autour de lui. Donc ça va être vraiment quelque chose de ciblé sur un tout petit angle de champ. Voilà. Donc on voit que la focale et l'angle de champ sont liés. Alors, autre paramètre sur l'appareil photo, hormis la focale, c'est ce que l'on appelle le diaphragme. Alors le diaphragme est caractérisé par des nombres 1,4, 2, 2,8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32. Ces nombres correspondent à ce que l'on appelle le grand N, que l'on appelle le nombre d'ouvertures. Alors ce nombre d'ouvertures, qu'est-ce qu'il représente? Il représente en fait l'ouverture du diaphragme. Ça veut donc dire que si grand N est grand, l'ouverture est petite. Alors comment j'explique ça? J'explique ça de la façon suivante. Je dis que grand N, c'est un rapport. C'est un nombre sans unité. C'est le rapport de la distance focale f' divisé par le diamètre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le diamètre augmente, le nombre d'ouvertures diminue, puisque f' est constante. Donc plus l'ouverture sera grande, plus le nombre d'ouvertures sera petit. Donc si on devait chercher le diamètre serait égal à f' sur n. Voilà, puisqu'on a des millimètres divisé par des millimètres. Alors maintenant, c'est quoi le rapport entre tous ces chiffres? Si je passe de 2 à 2,8, je constate que mon ouverture a été divisée par 2. Par contre, si je passe de 16 à 11, je réduis mon nombre d'ouvertures, et là, si je passe de 16 à 11, mon ouverture est multipliée par 2. Donc, ça correspond donc au diaphragme, et donc le nombre d'ouvertures du diaphragme est un élément qui permet de jouer sur la quantité de lumière qui rentre sur les capteurs CCD. Donc ça, c'est le premier paramètre. Un deuxième paramètre qui permet de jouer sur la quantité de lumière, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'obturation ou le temps de pause. Alors, qu'est-ce que c'est que ce temps de pause ou cette vitesse d'obturation? Comme on le voit ici, généralement on a des chiffres, 4000, 2000, 1500, 200. Donc c'est pas parce qu'on a 4000 que c'est le temps le plus grand, c'est le contraire. En fait, quand on a 4000, ça veut donc dire qu'on a 1 sur 4000, donc 1 4/1000 de seconde. Et là on a 1 2/1000 de seconde. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on passe de 1 4/1000 à 1 2/1000, on a multiplié le temps de pause par 2. Donc ça veut dire qu'on fait rentrer 2 fois plus de lumière. De même, si on passe de 1 15e à 1 30e, on voit bien que le temps est réduit. Il est réduit de 2. On a réduit le temps par 2 dans ce sens-là. Et donc forcément, la photo sera un petit peu moins exposée. Et elle pourra devenir, si on se déplace progressivement vers la gauche, devenir sous-exposée. Et si on se déplace vers la droite, elle va devenir surexposée. Alors c'est quoi l'avantage de jouer sur ce temps de pause? Le premier, c'est que si on a un temps de pause très court avec beaucoup de lumière, et si on a un objet en mouvement, l'objet sera figé. Par contre, si on prend des grands temps de pause, par exemple pour des photos nocturnes, on pourra faire ce qu'on appelle du light painting, on pourra voir le mouvement de la lumière. Ou si on prend des temps de pause un petit peu plus longs, par exemple, on pourra avoir une image d'un petit peu floutée, justement, on aura une impression de mouvement. Donc voilà, donc en jouant sur ces chiffres-là, on va pouvoir avoir différents effets. Et enfin, le dernier paramètre, c'est ce qu'on va appeler la sensibilité du capteur.
qui se mesure en ISO. Alors qu'est-ce que c'est que cette sensibilité du capteur? Eh bien, on sait que si par exemple on voit que la sensibilité donc passe de 50 à 100, 100 à 200, 400, donc à chaque fois elle est multipliée par 2, à chaque fois, quand on se déplace vers la droite. Donc ça veut dire que lorsqu'on ici on se déplace vers la droite, la sensibilité est multipliée par 2, donc le capteur est 2 fois plus sensible. Ce qui fait que si on prend des grosses valeurs d'ISO, ça va être tellement sensible par exemple qu'en faible luminosité, on va commencer à voir apparaître un petit peu de bruit. Donc on va commencer à avoir un petit peu des défauts pour une forte sensibilité en faible ouverture. Par contre, pour quelque chose de sombre, si on prend une très faible sensibilité, on aura une photo de bonne qualité justement. Voilà tous les paramètres qui permettent de régler soit la quantité de lumière, soit jouer sur la sensibilité du capteur. Donc on retrouve tout ça sur on retrouve tout ça sur ce triangle d'exposition. On retrouve du coup ici le bruit numérique qui augmente si la sensibilité augmente, et donc pour une faible sensibilité, donc c'est pas mal pour un paysage par exemple un petit peu avec un ciel couvert. On voit sur la partie droite du triangle ce qu'on appelle la vitesse d'obturation ou le temps de pause. Donc on voit que pour des très petits temps de pause, 1/8 millième, on aura quelque chose de fixé, mais pas de bouger, pas de flouter, de vraiment très net. Et par contre, de figé, je dirais. Et par contre, pour un grand temps de pause, on aura vraiment l'impression du bouger, du flouter, pour un temps de pause élevé. Et enfin, le troisième paramètre ici, donc on voit bien que c'est l'ouverture. Donc f sur 22, c'est une grande ouverture, c'est très clair. Et f sur 1,2, c'est une petite ouverture. Et on va voir que ça va jouer sur ce qu'on appelle la profondeur de champ. Donc on a sur un appareil photo 3 types de modes. Le mode A, Aperture. Aperture, c'est ouverture, donc on va jouer sur l'ouverture, mais ça va en même temps jouer sur la sensibilité. Un autre mode semi-automatique, c'est le mode Speed. Speed, c'est vitesse. On va donc jouer sur la vitesse d'obturation qu'on va régler manuellement, mais ça va permettre de modifier en même temps la sensibilité. Ou alors le troisième mode, c'est le mode manuel, et là, à ce moment-là, on peut régler soit l'ouverture indépendamment, soit le temps de pause, soit la sensibilité, pour faire la photo que l'on souhaite. Donc voilà les 3 critères qui permettent d'obtenir tout ça. Alors on vient de parler du temps de pause, on vient de parler de la profondeur de champ. Alors c'est quoi la profondeur de champ? C'est ce qu'on appelle la zone de netteté. Alors comment ça marche? Généralement, on conserve toujours une distance d'1 tiers devant net et 2 tiers derrière net. Alors cette profondeur de champ, on peut l'augmenter ou la diminuer. Donc il y a 3 paramètres qui peuvent modifier cette profondeur de champ. Donc si on veut que cette profondeur de champ augmente, on a 3 possibilités. Les 3 possibilités, c'est quoi? C'est déjà, on a dit, jouer sur le nombre d'ouvertures. Donc il faut que grand N augmente. Si grand N augmente, ça veut dire que l'ouverture diminue. Donc du coup, si on prend une petite ouverture, on aura une grande profondeur de champ, et donc l'arrière sera net et le devant sera net aussi. Et si on veut vraiment, par exemple, que le personnage soit net et que l'arrière soit flou, donc il faut une petite profondeur de champ, et si on veut une petite profondeur de champ, il faut un N très petit. Et si le N est petit, l'ouverture sera très grande, et là on aura une toute petite profondeur de champ. C'est le premier paramètre. Le deuxième, c'est la distance focale. Donc il faut que la distance focale de l'objectif f' diminue. Donc si on diminue notre distance focale, on aura une grande profondeur de champ. Et donc forcément le contraire, si on veut vraiment que l'arrière soit flouté, il faudra choisir une distance focale très grande. Et enfin, le troisième paramètre, c'est ce qu'on appellera la distance de mise au point, c'est-à-dire à quelle distance se situe le photographe de l'objet que l'on veut photographier. Donc il faut que cette distance de mise au point augmente. Donc il faut se passer très loin de l'objet qu'on veut photographier pour avoir une grande profondeur de champ.
Et si on veut que la personne que l'on photographie, on ait un flouté à l'arrière, ben, il faut se rapprocher de cette personne. Il faut que cette distance de mise au point diminue. Donc voilà les 3 paramètres qui peuvent modifier cette profondeur de champ. Voilà ce qu'il y a à savoir sur l'appareil photo. Maintenant concernant l'image argentique. L'image argentique, elle se fait en 2 temps, et donc là on a d'abord le développement de la pellicule, puis après le développement du papier. Pour la pellicule ou le papier, donc, on a ce qu'on appelle une couche photosensible. Cette couche photosensible, c'est des cristaux, comme on le voit ici, de bromure ou de chlorure d'argent. Et ces cristaux, lorsqu'ils sont exposés à la lumière pendant un temps très bref, ce qu'on appelle le temps d'exposition, certains cristaux vont être touchés. C'est-à-dire que des ions Ag+, je vais l'écrire ici, donc des ions Ag+, vont se transformer en argent. Alors pour qu'ils se transforment en argent, il faut faire ce qu'on appelle une réduction, et donc ils vont capter des électrons. Ils vont se transformer en argent, et donc si plusieurs ions Ag+ se transforment en argent, au moins 5, on va avoir ce qu'on appelle un agrégat. Et si on dépasse les 5, et ben justement, lors de l'étape suivante, le cristal va réagir. Si on est en dessous de 5, ça ne réagira pas. On aura donc pour l'instant ce qu'on appelle une image latente. Une image latente, c'est une image qui a été sensibilisée, donc qui a été exposée à la lumière, mais dont on ne voit pas l'image à l'œil nu. Il n'y a pas assez de cristaux d'argent, on ne les voit pas. Donc pour cela, il va falloir utiliser un révélateur. Et le révélateur, justement, son rôle, c'est d'amplifier l'image latente et d'avoir une image qu'on pourra voir à l'œil nu. Donc ça veut dire que les cristaux qui ont été touchés par la lumière, dont les agrégats sont supérieurs à 5, vont noircir. Ceux dont les agrégats sont inférieurs à 5 et ceux qui n'ont pas été touchés resteront intacts. Et donc cet amplificateur, c'est dû à la molécule qui s'appelle l'hydroquinone, donc je l'appelle H2Q pour simplifier. Et bien cette hydroquinone va se transformer en quinone. Et donc on s'aperçoit qu'elle perd 2 hydrogènes, donc ça veut donc dire qu'elle va libérer 2 H+, plus 2 électrons pour équilibrer les charges. Et donc là on aura une oxydation. Et donc on voit qu'on a 2 électrons à droite, on n'a qu'un électron à gauche, donc on multiplie par 2. Et lorsqu'on fait la somme de ces deux demi-équations, on a donc l'équation qui se produit lors de la révélation. Et donc ça donne 2 Ag+, plus le révélateur, H2Q, hydroquinone, qui donne de la quinone, plus 2 Ag, plus 2 H+. Voilà. Donc voilà la réaction qui a lieu lors de la révélation. Donc là, on appelle ce qu'on appelle le développement. On commence le développement. Donc la première étape du développement, c'est donc ce qu'on appelle la révélation. Ensuite, on a ce qu'on appelle le bain d'arrêt. Le bain d'arrêt, donc, c'est justement pour nettoyer, pour enlever toute trace de révélateur. Donc ce bain d'arrêt est constitué d'une solution d'eau mélangée avec du vinaigre qui est acide et qui va justement neutraliser le côté basique de l'hydroquinone. Troisième étape, la fixation. On va fixer l'image. Alors la fixation, c'est quoi son rôle? Et bien son rôle en fait c'est de se débarrasser de tous les cristaux de bromure d'argent ou de chlore d'argent qui n'ont pas réagi, qui n'ont pas été sensibilisés à la lumière, parce que si on fixait pas l'image, ces cristaux réagiraient par la suite et deviendraient noirs. Donc on doit s'en débarrasser. Alors pour s'en débarrasser, c'est quoi la technique? C'est de récupérer ces ions Ag+, et de les faire réagir avec le fixateur. Le fixateur, c'est ce qu'on appelle des ions thiosulfate. Ça s'appelle S2O3 2-. Et ces ions thiosulfate, ils vont réagir avec les ions Ag+, qui n'ont pas été sensibilisés. Et donc, ils vont former des ions. Voilà, S2O3 2-. Et là, ça sera un ion moins. Et cet ion moins, pareil, il va à nouveau lui aussi réagir avec encore le fixateur, S2O3 2-. Et là, ça veut dire qu'on va encore former un autre ion, Ag S2O3 2 fois, et là cette fois-ci 3-. Et donc comment on sait que c'est un ion? Cet ion, il va sortir du cristal ici,
et il va passer dans l'eau, il va passer en solution. Et du coup, on va se débarrasser des cristaux qui n'ont pas réagi. Et donc ça, on voit bien que c'est le rôle de la fixation, du fixateur. Et une fois que ça a été fixé, eh ben, il faut utiliser un bain de lavage. Alors ce bain de lavage, son rôle, c'est vraiment d'éliminer toutes les traces de fixateur, puisque s'il reste du fixateur, ça pourra laisser des traces jaunes sur la photo. Et donc on est obligé de se débarrasser de ce fixateur en le lavant abondamment à l'eau claire. Et ensuite, il suffit donc de sécher pour avoir directement soit ce qu'on appellera ici le négatif, puisqu'on va partir ici d'un positif, qui est donc l'objet photographié. Puis on obtiendra donc un négatif. Ça sera par exemple la pellicule. Et cette pellicule ensuite, grâce à, avec un appareil qu'on appelle un agrandisseur, on va obtenir à nouveau, après développement, un positif, puisque le négatif du négatif, c'est ce qu'on appelle un positif. Alors, l'agrandisseur, c'est un appareil, comme son nom l'indique, qui permet d'agrandir l'image, c'est-à-dire qu'on part d'une pellicule 24-36 à un papier photo beaucoup plus grand. Et donc ça, c'est le rôle de l'agrandisseur. Et ensuite, on va utiliser cette fois-ci, on part d'une pellicule pour obtenir un papier photo. Et ce papier photo va subir les mêmes traitements que tout à l'heure, hein, révélation, bain d'arrêt, fixation, bain de lavage, séchage, pour obtenir le négatif du négatif, qu'on appellera le positif. Donc voilà à peu près tout ce que vous devez savoir sur cette partie de programme.